Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la zone de libre-échange continentale. L'Union africaine en avait fait un défi majeur. Eh bien, l'institution panafricaine a franchi un pas décisif. Le 21 mars dernier, 44 pays africains ont signé à Kigali, au Rwanda, l'acte de naissance de ce marché commun, la ZLEC, mais sans l'une des premières économies du continent, le Nigeria, qui s'est abstenu. Ce projet est perçu comme essentiel au développement économique de l'Afrique par le biais d'une hausse du commerce intra-africain. Quels en sont les enjeux majeurs? Qu'est-ce qu'elle devra apporter pour le continent? Quels sont les défis que la ZLEC devra relever et quel impact peut avoir le retrait du Nigeria dans la mise en œuvre effective de ce projet? Et bien, deux invités avec moi sur ce plateau pour en débattre. D'abord, Madame Karima Bonemra Ben Sultan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Vous êtes la directrice de l'Institut africain de développement économique et de planification. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également sur ce plateau, Babacar Diagne. Bonjour, Babacar. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil des entreprises du Sénégal, une organisation patronale. Merci d'être avec nous. C'est moi. Merci. 44 pays, donc, je le disais tantôt, 44 pays africains qui ont signé à Kigali, au Rwanda, le 21 mars dernier, l'accord cadre créant une zone de libre-échange continentale, la création de la ZLEC, présentée comme potentiellement la plus vaste au monde en nombre de pays membres, fait suite à 2 années de négociations et l'un des projets clés de l'Union africaine pour renforcer l'intégration du continent. C'était lors du sommet extraordinaire de l'organisation continentale et c'est un sujet de Oumaima Sbila. 44 pays africains ont signé l'accord créant une zone continentale de libre-échange perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique. C'est un accord historique qui ouvre la voie à la mise en place du plus grand marché commun de biens et services jamais établi depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Elle induira aussi un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022 et ouvrira la voie à la mise en place d'une union douanière d'ici 4 ans et d'une communauté économique africaine en 2028. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Vu ses retombées sur l'ensemble du continent africain, l'intégration économique répond donc non seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent. Rappelons que pour entrer en vigueur, pas avant un délai de 180 jours, l'accord doit encore être ratifié à l'échelle nationale par les pays signataires. Un récit de Oumaima Sbila, Madame Karima Ben Sultan, accord historique, événement inédit, on peut le qualifier comme tel, la signature de l'accord cadre créant la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, par 44 pays africains. Quels sont les principaux majeurs de cet accord pour le commerce intra-africain? D'abord, effectivement, avec la signature par 44 pays de la ZLEC, nous avons devant nous une avancée extraordinaire de l'intégration et de la coopération africaine, pas seulement dans le cadre, je dirais, du panafricanisme idéologique, mais de la rencontre des marchés, la rencontre des populations pour un bien-être qui sera, in fine, bénéfique à tous. Avec ce marché commun, le plus grand au monde lorsqu'il il sera devenu effectif, il y aura des opportunités de booster le commerce intra-africain qui, vous venez de le voir dans le reportage, ne représente que 16% du commerce des pays africains. Il pourra également avoir un impact sur la diversification des économies africaines en créant un effet d'appel par la demande et par le marché. Et il permettra de créer et d'apporter des réponses à ces millions de jeunes qui aujourd'hui sont sous-employés, mal employés, pas employés du tout pour beaucoup d'entre eux et qui sont en attente de perspectives beaucoup plus positives. Alors, Babacar Diagne, la ZLEC, certes une étape cruciale vers l'intégration des économies des pays africains, mais également la stimulation du commerce intra-africain. Vous qui êtes du secteur privé, qui est l'acteur essentiel, pourquoi? Parce que créant des biens et des services, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce projet? Tout d'abord, nous saluons cette étape cruciale dans la mise en place de la zone ZLEC qui était tant attendue, qui était un vœu de pas mal de panafricains. Depuis 2 ans,
il y a le président du Niger qui a pris en charge la mise en place de la zone ZLEC. Et je pense bien qu'il faut féliciter le Niger pour son travail assez remarquable. Le secteur privé y attend beaucoup de choses. Nous constatons que nous pouvons commercer entre nous 16%. Et au reste du monde, 2% dans le cadre de l'OMC. Et ça, c'est quasiment... C'est un paradoxe pour moi. Parce que pas mal de produits manufacturés, la matière première vient de l'Afrique. Et l'Afrique peut même est en train de nourrir le reste du monde, mais sans les Africains. Comment ça? Alors, parce qu'il y a un déficit d'industrialisation. Il y a un problème de marché. On avait des marchés assez limités. La CEDEAO, on a 8 zones économiques qu'on a. Si maintenant, étant donné un peu qu'on a un marché ouvert à 1,2 milliard de consommateurs, imaginez un peu ce que le Sénégal peut faire en vendant son arachide. Ça ne pose plus de problème. Le Maroc, les autres pays qui s'activent dans la transformation de produits agricoles locaux, ils ont un marché maintenant de 1,2 milliard. Et l'État pourra bien, l'Afrique va changer de paradigme, comment négocier avec les accords de l'OMC. Étant donné que vous savez que l'Europe se commerce entre à de 70%, l'Asie à de 51%, l'Afrique à de 16% à cause des barrières douanières avec des zones économiques fermées. Il faut le décloisonnement de ces barrières qui permettra au secteur privé non seulement de s'épanouir, mais de créer plus de richesses pour les Africains. Et ça, c'est possible. Maintenant, la zone de libre-échange, ce n'est pas le seul protocole qui a été signé. Il y a aussi 30 pays qui ont signé le protocole d'accord pour la libre circulation des personnes. Sur cette question, et le traité de Kigali qui a été signé par l'ensemble des pays membres qui étaient là-bas. Nous y reviendrons sur cette question avant la fin de cette émission, très certainement. En attendant, Madame Ben Soltan, qu'est-ce que ce dispositif pourra apporter concrètement à l'intégration des économies africaines? Il représente, cela vient d'être dit, un marché de plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui, bientôt 2 milliards de personnes à l'horizon 2050. Un environnement où la classe moyenne est en train de se développer, où l'urbanisation est galopante. Nous avons des taux d'urbanisation qui sont parmi les plus importants au monde. Donc tout cela crée un environnement qui va supporter le développement de la zone de libre-échange, qui elle va se nourrir des progrès qui sont faits au niveau du continent. Alors évidemment, l'avancée est à saluer, l'avancée est à reconnaître, et c'est le fruit de 2 années, bien sûr, récemment, de négociations, mais c'est également le fruit de 40 années de plaidoyer pour l'intégration économique du continent. Mais en même temps, des voix se sont élevées pour dire, attention, la ZLEC n'est peut-être pas la panacée. Et en ce sens, effectivement, il faut saluer l'avancée, être très optimiste quant à ce qu'elle ouvre comme perspective pour le continent, mais en même temps reconnaître qu'elle ne se fera pas sans un certain nombre de mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement concernent la fragilité, par exemple, des économies africaines, qui restent très peu diversifiées, même s'il faut noter que lorsque les Africains commercent entre eux, les produits qui circulent dans ce marché sont beaucoup plus diversifiés que les produits africains à l'exportation. Donc il y a quand même des signaux positifs. Mais en même temps, je pense que la diversification reste limitée. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. L'autre point, c'est la transformation des matières premières. Nous sommes premiers fournisseurs de matières premières dans un nombre important de domaines, et nous n'avons pas suffisamment peut-être de compétences, peut-être de volonté, peut-être de financement, peut-être de ressources pour transformer localement ces matières premières, créer de la valeur ajoutée, créer de la compétitivité, créer des emplois pour un certain nombre de... Vous savez que nous avons des taux de chômage parmi les plus importants au monde. Et donc, voilà, la zone de libre-échange doit s'accompagner de ces mesures-là en termes
de nature économique. Mais en même temps, parmi les mesures d'accompagnement, il y a tout le développement des infrastructures, par exemple, le développement des institutions, la capacité de négocier également entre nous et avec le reste du monde, puisqu'il y a la zone de libre-échange, mais il y a également un certain nombre d'accords multilatéraux et bilatéraux que les pays ont. Et donc, il va falloir créer une cohérence dans tout cela. Voilà, c'est une étape très très importante qui va devoir être suivie de beaucoup d'autres étapes. En même temps, je dirais, c'est une étape politique. Au plan politique, on y reviendra très certainement. Alors, en attendant, Babacar Diagne, c'est vrai qu'on le disait tantôt, vous dirigez une organisation patronale. Aujourd'hui, vous avez parlé des barrières douanières qui ne sont pas d'ailleurs le seul frein à la mise en œuvre ou à la libre circulation des biens et des services. Aujourd'hui, les mesures d'accompagnement, Mme Ben Sultan l'a rappelé tantôt, vous attendez quel genre de mesures d'accompagnement? D'abord, le secteur privé a besoin de renforcement de capacité. Le secteur privé a besoin de plus de moyens qui permettent de financer son industrialisation. Le secteur privé a besoin aussi comment dirais-je, de la libre circulation des personnes. Là, cela va de soi. Alors, je pense bien avec la CIA, tous ces volets-là seront pris en compte dans les mesures d'accompagnement qu'a besoin ou bien que recherche le secteur privé africain pour se déployer encore une fois de plus, pour s'épanouir dans le marché africain. Pour ce faire, ça va nécessiter beaucoup de moyens et c'est là où la BAD, les banques centrales doivent jouer le rôle pour financer l'industrialisation ou bien l'automatisation de tous les produits manufacturés qu'on a besoin pour remplir le besoin des consommateurs. L'Afrique fait presque 3 milliards de dollars si on parle de PIB cumulé, pour dire qu'il y a une masse qui est là. Mais il y a une grande partie de cette somme de valeur ajoutée qui sont réalisées ailleurs, par l'exportation de matières premières. Maintenant, pour qu'il y ait cette industrialisation, il faut qu'il y ait un transfert de technologie qui va nécessiter des moyens colossaux. Et puis, il faut qu'il y ait, je pense bien, le plus important déjà, ce qui est le début de toute forme de coopération multilatérale, qu'il y ait une démarche inclusive, que le secteur privé soit impliqué en amont, en avant, dans tout le processus de mise en œuvre de la zone ZLEC, tout le processus de mise en œuvre dans la libre circulation des personnes et le traité de Kigali, qu'il soit impliqué pour mener à port toutes les décisions qui ont été prises, pour que l'entreprise africaine se voit fortifiée, se voit dans un nouveau marché. Ça va être intéressant parce que si nous comprenons le Sénégal, une entreprise sénégalaise qui est au Sénégal, bâtiment dans les bâtiments, qui ne parvient pas à s'épanouir, peut migrer au Maroc, peut migrer au Rwanda, au Kenya, pour développer son business. Et ça, un autre facteur qu'il faudrait prendre en compte, la complémentarité des économies africaines, parce que... Il le faut. Ça, on a besoin de développer des agropoles. Et ça peut être très intéressant. Par exemple, les zones où on peut avoir une production record de certains produits agricoles, ces zones-là doivent être spécialement dédiées à l'industrialisation de ces produits finis. Par exemple, le coton, nous savons que le Mali et le Burkina sont des pays forts qui font une production record de coton. Et le Sénégal peut bien abriter l'usine qui permet de transformer toute la production cotonnière, par exemple. Le café de même, toute la zone, la Côte d'Ivoire, les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, avec le café maintenant sera transformé en Côte d'Ivoire. Et on va vendre, on va exporter des produits finis. L'Afrique doit arrêter d'exporter la matière première. Ça, c'est exporter de l'emploi. Et on est dans un continent où il y a plus de 600 000 de jeunes qui ont moins de 25 ans. Et c'est alarmant. Il ne peut pas accéder à l'emploi parce qu'il y a un déficit de formation. Il y a le problème de l'employabilité qui pose problème aussi. Et il y a le problème de l'automatisation des femmes aussi, qui fera partie des mécanismes, des leviers d'accompagnement pour rendre les femmes plus productives et
participer de manière inclusive à cette croissance endogène. Alors, Madame Ben Soltan, est-ce qu'aujourd'hui, l'ASLEC ou l'Union africaine, comme on le dit souvent, n'a pas mis la charrue devant les bœufs? Est-ce qu'elle ne devrait pas d'abord penser à renforcer l'intégration au niveau des communautés économiques régionales, parce qu'il y a le traité, l'article 6 du traité de l'UA précise que la ZLECA devrait s'appuyer sur les conclusions, les résultats, les réalisations régionales et économiques. À titre d'exemple, on va citer la libre circulation des personnes dans la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, qui peine encore à être effective. En fait, ça n'est pas ou. Comme disent les anglophones, either or. Il n'y a pas de choix à faire. Les deux processus peuvent évoluer en même temps et sans doute que la ZLEC arrivera à booster également la coopération intra-communauté régionale et entre les communautés régionales. Vous savez qu'il y a quelques années, au niveau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, il y a eu un regroupement, SADC, COMESA et Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui est arrivé à se développer et à apporter un certain progrès dans la coopération régionale entre ces différentes communautés. Alors, il y a donc les deux peuvent s'enrichir mutuellement et je ne pense pas que ce soit linéaire et qu'il faille attendre que les communautés économiques régionales se développent et s'affirment pour que la ZLEC devienne une réalité. Sur un autre plan, les communautés économiques régionales n'ont pas les mêmes caractéristiques, ne s'appuient pas sur les mêmes types d'activités, les mêmes types de réglementation et donc ce serait compliqué d'attendre, je dirais, une harmonisation de l'état d'avancement de l'intégration au niveau des blocs sous-régionaux pour penser à passer à l'intégration au niveau du continent dans son ensemble. Il y a beaucoup de leçons à apprendre des différentes sous-régions. L'une peut-être, c'est que justement, il faut arriver à minimiser le temps entre le lancement d'un protocole, le lancement d'un accord, sa ratification et sa mise en œuvre effective. Et je crois que s'il y a quelque chose que l'on peut apprendre de 60 années d'indépendance et des performances, je dirais, des différentes communautés économiques régionales de ce continent, c'est que réellement, il va falloir... Nous n'avons plus la capacité de laisser le temps au temps, même si dans certains domaines, cela reste valide. Je crois qu'il faut accélérer le processus. Nous avons un momentum. Ce momentum a été lancé officiellement, je dirais politiquement, à Kigali. Maintenant, il faut que les autres parties prenantes soient impliquées de manière beaucoup plus tangible et effective. Nous avons tout à l'heure écouté la position du secteur privé et je crois que c'est d'abord, le secteur privé doit être moteur et offrir également des solutions, des propositions. C'est vrai que le financement peut être un frein, mais il n'y a pas que le financement. Des projets bien conçus peuvent trouver financement. Les investisseurs ne manquent pas si la feuille de route est claire. Alors, j'ai envie juste de vous poser cette question qui a trait aujourd'hui à... C'est vrai qu'on parle trop souvent de la mise en œuvre ou de l'effectivité, mais cet accord a été signé par 44 pays africains sans l'une des premières puissances ou puissance économique du continent, le Nigeria. Bon, jusqu'ici, c'est vrai que le pays peut rejoindre l'accord, mais en attendant, qu'est-ce que le retrait de ce géant africain peut avoir comme impact au processus de mise en œuvre de la ZLEC? Alors, est-ce qu'on peut dire que le Nigeria s'est retiré? Il a suspendu en tout cas. Le Nigeria a souhaité prendre un temps de réflexion. Moi, je vais vous répondre avec 2 noms de villes et 2 dates. Lagos, Abuja, 80-91. Donc, le Nigeria est un pays fondamental pour la coopération, l'intégration régionale et je ne pense pas qu'aujourd'hui le Nigeria soit en train de se désolidariser du processus pour plusieurs raisons qu'il faut reconnaître au Nigeria et le pays a souhaité prendre un moment de réflexion. D'ailleurs,
beaucoup de pays sont dans cette situation. Il va y avoir des consultations, certaines avec le monde des affaires, le secteur privé, d'autres avec les parlementaires, et puisque la ratification se fera après consultation nationale dans beaucoup de pays, même si les procédures au niveau des pays sont différentes. Mais donc, je pense que le Nigeria a fait une pause dans sa réflexion. Il a participé à toutes les négociations jusque-là. Et nous avons jusqu'à juillet Nouakchott pour avoir un avis. Et de toute façon, c'est une entité qui doit être évolutive. Et donc, les pays feront le choix de rejoindre la ZLEC lorsqu'ils se sentiront prêts à le faire. Babacar Diagne, c'est vrai que le secteur privé a été impliqué en amont aux négociations, donc qui aboutit à l'accord, à la signature de l'accord cadre sur la zone de libre-échange continentale. De façon beaucoup plus concrète, aujourd'hui, le secteur privé, je ne dis pas le secteur privé national, mais le secteur privé de façon beaucoup plus africain aujourd'hui, est-ce qu'il est assez compétitif pour finalement répondre aux attentes? Bon, moi je pense que le secteur privé n'est pas assez compétitif pour le moment, pour plusieurs raisons qui entravent la compétitivité, la cherté des matières, des facteurs de production. Et puis le déficit, c'était aussi le déficit de marché, ce qui posait un grand problème. Étant donné cette problématique a été résolu à moitié, pour ne pas dire à 100%. Je pense bien maintenant les organes économiques de l'Union africaine doivent mettre tous leurs moyens humains et financiers à mettre en place un secteur privé africain fort. En quoi faisant, il y a des niches d'opportunités d'affaires, déficit en infrastructure, déficit dans le cadre des opportunités numériques, qui peut nous permettre de faire de gros bons. Déficit encore, comme je l'ai dit tantôt, dans l'industrialisation. Juste pour dire qu'il y a beaucoup à faire pour rendre le secteur privé, l'entreprise africaine très compétitive. Par la transfert de technologie aussi, qu'on va bénéficier, mais il y a certains pays qui peuvent nous apporter un grand soutien. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, qui sont vraiment très en avance, qui peuvent servir de train quand même pour accompagner toute la grande masse des pays qui sont sous production ou bien sous activité ou bien qui sont vraiment en déficit de cette compétitivité. Mais on a besoin aussi de mettre en place des organes de contrôle pour la normalisation, pour la certification de tous les produits qui seront manufacturés pour éviter le dumping. Alors, au plan politique, sur le Nigeria, même parlant du Nigeria, c'est vrai que le fait que le Nigeria n'est pas signataire pour le moment, pour moi, je pense que le Nigeria va revenir en grande pompe, parce que le Nigeria aussi c'est un pilier qui fait 180 millions de consommateurs, qui fait plus de 450 milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est la démarche qui n'était pas inclusive. Les syndicats et le patronat n'ont pas été impliqués au début. Et c'est la raison pour laquelle ça nécessite maintenant de mettre en place des comités nationaux dans chaque pays, où il y aura une démarche inclusive, où tous les acteurs de l'environnement des affaires, la société civile, le secteur privé, tous les décideurs seront autour d'une table pour donner leur appréciation, pour donner les observations, pour l'effectivité, l'efficience de la mise en œuvre de la zone ZLEC et tous les programmes qui ont été signés à Kigali. La ZLEC n'a pas que des intérêts économiques. Au plan politique, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement? Vous savez, lorsque vos leaders participent à la création de bien-être, à la création de mieux vivre, je pense que les répercussions politiques sont très très importantes. Et donc, pour un leader d'arriver à travers justement la participation à la zone de libre-échange, arriver à avoir des points de croissance supplémentaires, arriver à stabiliser les emplois, à offrir
des emplois qui ne soient pas des emplois précaires, mais des emplois qui s'inscrivent dans la durée, ce que le BIT appelle des emplois décents également. Tout cela, ce sont des perspectives qui sont porteuses pour un leader politique. Mais je crois que, encore une fois, la ZLEC n'est pas seulement l'affaire des leaders politiques, c'est l'affaire de tous. Et la participation de toutes les parties prenantes, il y a les aspects réglementaires qui vont devoir être affinés, qu'il y ait effectivement un suivi au niveau des pays pour que chacun trouve son bonheur dans cette zone de libre-échange. Et tout à l'heure, on parlait du secteur privé. Je crois que l'une de ses faiblesses également, le secteur privé, c'est sa petite taille. Nous avons un environnement qui est essentiellement porté par les petites et les très petites entreprises, parce que moyennes, il n'y en a pas beaucoup, et des très grandes, il y en a encore moins. Et la zone de libre-échange va leur donner la capacité de s'inscrire dans des chaînes de valeur régionales par justement le fait de diminuer, voire d'annuler les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires, de permettre une circulation beaucoup plus fluide des personnes. Et sans doute, tout cela va permettre effectivement d'arriver à créer des pôles de compétitivité et des pôles qui vont permettre non seulement de créer de la richesse au niveau du continent, mais de devenir aussi compétitif en dehors de nos frontières. Très certainement, Babacar Diagne a quelque chose à dire, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce numéro Madame Karima Bounemra Ben Soltan, et la directrice de l'Institut africain pour le développement économique et de planification. Avec nous également Babacar Diagne, président du Conseil des entreprises du Sénégal, une organisation patronale. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médion TV Afrique.